Bonjour à tous, du coup on va reprendre cette session de l'après-midi. Et donc j'ai la joie de vous présenter une session sur biodiversité et IA. Donc on en a déjà beaucoup parlé dans le premier institut de MIAI avec une chaire qui avait été financée dans ce cadre-là, en particulier par des collègues du LICA. Et aujourd'hui on a 2 présentations de collègues du LICA et une présentation d'un collègue du LIG. Et donc je laisse la parole à Vincent Miel pour nous présenter un tour d'horizon et un focus sur IA et biodiversité. Merci Vincent. Alors bonjour à tous et toutes. Je vais essayer d'aller moins vite. Voilà. Donc je suis Vincent Miel, je travaille au CNRS, donc au LECA, Laboratoire d'écologie alpine, qui est présent sur les 2 sites, donc à savoir à Grenoble et sur Chambéry. Donc c'est plutôt sympathique pour la cohésion de MIAI. Et je travaille aussi donc dans le cadre du CNRS Écologie Environnement, qui est un des 10 instituts du CNRS. Et il se trouve que j'ai la charge d'être chargé de mission sur la thématique justement IA et biodiversité. Et puis par ailleurs, je fais partie de ce qui s'appelle le Centre Essai, qui est un centre d'animation au niveau du CNRS concernant l'IA pour la science. Donc l'idée de fait de ce positionnement, en tout cas national, je pense que je dois pouvoir vous faire un panorama assez exhaustif de ce qui se fait à l'intersection des 2 trajectoires, celle de la recherche en biodiversité et puis celle de l'utilisation de l'IA. Donc, je vais essayer de vous parler donc, du cadre général, national ou international, et d'illustrer ça. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas de chaire financée sur la biodiversité pour l'instant, mais en tout cas, il y a pas mal d'activités, en particulier au LECA, sur cette intersection, et j'essaierai de la mettre en avant dans les transparents qui vont venir. Alors, ça tombe bien, c'est vrai que je voulais signaler également que va être organisée par le CNRS justement une prospective sur le thème biodiversité et IA. Et vous êtes cordialement invités à participer ou en tout cas suivre ce qui va être fait. Il y aura un certain nombre de thèmes et les thèmes vont ressembler assez fort à ce que je vais vous présenter dans la suite. Voilà. Donc, peut-être on va commencer par parler de cette terminologie biodiversité. C'est un terme qui a été créé en 1986. C'est vrai que c'est un terme assez ubiquitaire désormais, mais il n'était peut-être pas très utile au préalable, avant 1986, où ce terme a été formalisé. Et en fait, il implique donc une diversité, vous vous en doutez, une diversité des êtres vivants. Donc, on pense bien entendu aux différentes espèces, à leurs traits morphologiques, à leurs différentes fonctions, mais également la diversité des assemblages. On pense aux habitats, on pense aux paysages. Quand vous êtes dans une forêt alpine, eh bien, vous êtes particulièrement dans un de ces assemblages. Et ça, c'est, on va dire, la vision un petit peu macro. Et la vision micro, ce sera également la diversité génétique entre vous et moi, ou la diversité génétique entre les différentes espèces. Donc c'est cet ensemble-là qui va constituer ce qu'on appelle la biodiversité. Et on s'intéresse à différents niveaux de cet ensemble-là. Alors, je pense que vous devez le savoir, on parle de crise de la biodiversité actuellement. Ici, Philippe Brancola, qui est un collègue du CNRS spécifique, nous sommes dans un vortex d'appauvrissement des espèces. Et si on regarde ce graphique, on a l'histoire de la planète Terre. Il y a eu en effet 5 grandes extinctions de la biodiversité précédemment, ça c'est vrai. Mais celle qui est en train de se produire est 100 à 1000 fois plus rapide. Et en plus, les humains sont là. Donc on n'a absolument aucune idée de ce qui peut se passer avec un rythme d'accélération comme ça, de perte de biodiversité, en regardant dans le rétrospectif. Donc c'est vraiment quelque chose qui nécessite de se questionner. Alors, la biodiversité, vous l'avez compris, de quoi il s'agit, mais d'un certain côté, qu'est-ce qui suggère qu'on va la protéger, qu'on va en tout cas s'intéresser à la biodiversité? Alors, je reprendrai les termes de nouveau Philippe Brancola. On peut considérer qu'on a, premièrement, ce qu'on appellerait une valeur intrinsèque de la biodiversité. Et là, c'est plus une notion éthique. Qui sommes-nous, par exemple, une génération, qui sommes-nous pour peut-être mettre un terme à la moitié de la biodiversité et laisser la moitié de la biodiversité à la génération suivante? Donc ça, c'est vraiment une question éthique. Est-ce qu'on est propriétaire de cette biodiversité? Est-ce qu'on peut en faire ce que l'on en veut par nos activités anthropiques? Après, pour être un peu plus anthropocentré, ça vous le savez, hein, il y a ce qu'on appelle la valeur instrumentale. Nous dépendons de la diversité du vivant pour plein d'éléments, l'alimentation, l'énergie, les médicaments, tout ce qui est la régulation du climat, de l'eau, de la captation du carbone.
Et puis, il y a aussi quelque chose auquel vous ne pensez pas nécessairement quand vous allez vous promener en montagne, c'est ce qu'on appelle la valeur culturelle de la biodiversité. C'est-à-dire quand vous vous promenez et que vous êtes dans un lieu, dans un habitat, dans un assemblage qui vous apporte quelque chose, eh bien, c'est une valeur également de la biodiversité. Je terminerai par un autre élément, ça s'appelle la valeur d'option. En fait, c'est un ensemble d'aspects inconnus sur la biodiversité. C'est vrai qu'on ne sait pas nécessairement, mais on peut en avoir besoin, a fortiori dans un monde changeant. Alors, quand on s'intéresse à la biodiversité et quand on fait de la recherche sur la biodiversité, c'est bien de la recherche, de l'écologie scientifique, on peut se positionner sur ces trois grands axes. Le premier, ça va être observer la biodiversité, et vous allez voir qu'il va y avoir une forte intersection entre cet élément-là et l'IA. Comprendre, et puis prédire. Et prédire, ça peut évidemment évoquer tout ce qui est de l'ordre de l'IA générative. Donc je vous propose de rentrer dans ces trois cadres-là et d'essayer d'illustrer ce qui se fait à l'intersection de ces cadres-là dans la biodive, et puis à l'intersection de l'IA. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a, depuis on va dire un certain nombre d'années, une profusion de capteurs qui sont à la disposition des chercheurs pour essayer de entre guillemets, monitorer la biodiversité. On peut avoir des capteurs microphones, comme dans l'exposé d'après. On peut avoir des capteurs images, on peut avoir des capteurs d'ADN, on peut avoir des capteurs LIDAR, on peut aussi avoir un certain nombre d'autres capteurs. Et puis une petite originalité, c'est qu'on peut avoir des capteurs humains qui sont celles et ceux qui font de la science participative, c'est-à-dire qui se promènent dans ces fameuses forêts et puis qui prennent en photo, par exemple, un élément de biodiversité. Donc on a des données hétérogènes et puis de différents types et puis en grand nombre. Et là, clairement, dans cette notion d'observer, l'IA va venir pour convertir la donnée brute, finalement une image on s'en fiche, convertir la donnée brute dans une donnée qui sera exploitable pour faire de l'écologie et du suivi de biodiversité. Alors, on parlera tout à l'heure d'un programme qui s'appelle Hors-champ qui reprend un petit peu ce schéma-là. Je ne sais pas si vous êtes peut-être un petit peu angoissé par cette image. Moi, je la trouve un petit peu angoissante. Elle suggère qu'il y a un capteur derrière chaque arbre, un petit peu dans la nature, entre guillemets. C'est évidemment pas le chemin qui est pris par les chercheurs et les chercheuses. L'idée, c'est de faire des plans d'échantillonnage, clin d'œil à nos collègues mathématiciens, et de mettre le moins de capteurs possible pour avoir le plus d'informations possible. Alors, premier élément d'intersection sur l'observation de la biodiversité, et élément majeur, c'est la récolte massive d'images, de vidéos et de sons. Et pourquoi je les mets dans la même boîte? C'est parce que les sons, on le verra dans l'exposé d'après, sont transformés en images. Et donc, on peut boucler sur cette idée de faire du traitement d'images et de vidéos. Et là, l'IA qui va être mobilisée, ce sera de la vision par ordinateur, la computer vision. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Massivement à identifier les espèces, qu'elles soient connues, qu'elles soient inconnues, et qu'elles soient possiblement invasives. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du chacal doré, qui est une espèce qui est un petit peu entre le renard et le loup, qui est en train d'arriver en France, et qui est donc une espèce qui n'a a priori pas de raison d'être en France, et qui est en train d'arriver. On peut être en milieu terrestre, en milieu aquatique, on peut être in natura, on peut être dans les collections des musées, et on peut être aussi sur des données qui sont des sciences participatives. Peut-être vous connaissez par exemple l'appli smartphone PlanteNet. Donc on est sur des images qui sont absolument non canoniques et qui ne ressemblent pas du tout aux images d'Internet. C'est-à-dire que vous vous dites, les images de chamois d'Internet, ça doit être les images de chamois que les écologues récupèrent. Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc du côté d'IA, on va faire de la vision par ordinateur avec des questions assez classiques de détection, de classification supervisée ou de zero shot pour répondre à ces questions-là, avec une inquiétude particulière sur le distribution shift. Oui, savoir reconnaître des espèces d'abeilles, c'est bien, mais entre ce qui se passe dans les collections d'un musée et ce qui se passe in vitro ou in naturo, ce n'est pas forcément la même chose. Et puis un gros challenge, ici, je ne sais pas si vous en avez parlé dans vos laboratoires, c'est vraiment la constitution de banques de données IA-ready, c'est-à-dire qu'il y a la question des modèles d'IA, ça c'est vrai, mais il faut d'abord avoir les données d'IA, IA-ready, pour pouvoir estimer ces modèles. Et donc, c'est vraiment une question qu'on prend au sérieux, j'allais dire peut-être même en question numéro 1. Voilà. Alors, je vous expliquerai ce qui se fait avec le projet DeepFaune un petit peu plus tard sur ce sujet-là.
On peut également, donc, comme je vous l'avais dit, utiliser des capteurs qui récoltent l'ADN. Vous imaginez que vous allez dans différents sols, vous échantillonnez le sol et vous regardez tout ce qu'il y a comme ADN, sous-entendu tout ce qu'il y a comme ADN d'espèces qui sont là. Voilà. Et la façon un petit peu à l'ancienne de faire, ce serait de se dire, eh ben, on va essayer d'associer les bouts d'ADN à des espèces seulement. En général, l'ADN est dégradé, il n'y en a pas assez, on ne sait pas exactement remonter jusqu'à l'élément caractéristique de ce qu'est une espèce. Voilà. Donc, on va essayer de classer les séquences et de décrire des communautés avec finalement des méthodes d'IA inspirées par le TAL. Vous imaginez que l'ADN, c'est une phrase composée de 4 lettres, et puis rien ne nous empêche de faire des tokens, et puis d'utiliser des architectures transformers pour avoir peut-être une représentation de ces données ADN, plutôt que d'avoir donc une étiquette, puisque cette étiquette est difficile à faire. Et ça, du côté du site grenoblois, c'est ce qui est en train d'être fait pour faire donc de l'apprentissage de représentation sur de l'ADN de sol alpin en collaboration avec le LJK. Alors, je vous parlais plutôt du petit, plutôt du moyen, les espèces. Si on part sur un niveau un petit peu au-dessus, et je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, il y a une explosion de disponibilité de données de type télédétection. Ça peut être des images aériennes, ça peut être des chroniques satellites, ça peut être le LIDAR qui est disponible sur toute la France depuis environ 1 an ou 2. Et on va s'intéresser, alors on va dire de manière assez classique, à cartographier les habitats. Par exemple, l'Union européenne a ce qui s'appelle la directive Habitat, qui suggère qu'il faut faire attention aux habitats dans l'absolu, et puis aussi quand on est dans des démarches d'artificialisation des sols, de construction de ceci ou cela. Voilà. Donc, obtenir ce genre de carte, ça va être classiquement de la segmentation et de la classification sur des objets spatiaux. On fait aussi une autre chose qui est un petit peu plus originale. Vous imaginez que vous voulez justement prédire quelque chose qui n'est pas l'habitat, mais à cet endroit-là, d'accord ? Et vous avez un modèle qui sait utiliser des chiffres, et vous vous dites, on pourrait utiliser l'IA pour transformer cette image. On parle d'embedding, un terme que vous devez connaître. Donc, de trouver des excellents embeddings qui font que, en fait, les images que l'on a pourront, du fait de leur projection dans un espace vectoriel, être d'autant mieux intégrées dans des modèles prédictifs ou explicatifs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire également. Je citerai ce petit projet un petit peu rigolo, où cette fois-ci, on essaie d'avoir un modèle qui sait lire les orthophotos, mais qui est informé par des données tabulaires, qui sont donc des données de relevé de plantes, de façon à ce que le modèle, insidieusement, par ce qu'il perçoit visuellement, puisse avoir compris ce qui se passe au niveau des plantes qui sont au sol. Voilà. Alors, je vous parlais d'observer. Je vais rapidement aller sur comprendre et puis prédire. Comprendre, bon, c'est vrai que si vous avez toute une série d'occurrences d'espèces, c'est pas ça qui fait une compréhension de ce qui se passe. Si on plante un bouleau en plein soleil, dans une zone sèche, au bord de la Méditerranée, un bouleau, il ne va pas se développer. Hein. Donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est vraiment le positionnement, finalement. Il y a cette notion de niche, dont vous avez certainement entendu parler. Le positionnement des espèces par rapport aux différents facteurs environnementaux. Alors, ça peut être des facteurs climatiques, ça peut être des facteurs géologiques. On essaie de comprendre aussi le lien entre les traits morphologiques des espèces, leurs interactions et puis également leurs occurrences. Hein. Typiquement, par exemple, cette espèce n'est pas nécessairement connectée à celle-là parce que peut-être leurs traits sont incompatibles. Et puis on s'intéresse fortement aux interactions et vous voyez arriver cette notion de graphe et de réseau également liée aux interactions. Donc c'est là que de nouveau l'IA arrive. Alors de façon plus récente, vous vous doutez bien que si on a envie de comprendre avec toutes ces informations, les traits morphologiques, comme je disais, les interactions. Est-ce que cette espèce est en interaction avec cette autre espèce ? Ça ressemble à un prompt. Donc, on se met à s'interroger sur la possible utilisation des LLM, des RAG. Vous avez vu, j'ai mis utilisation, mais j'ai surtout mis évaluation, c'est-à-dire dans un cadre de démarche scientifique pour savoir si les LLM peuvent nous être utiles pour effectivement extraire de l'information. Et puis un ensemble d'autres éléments, les graphes de connaissances, et puis également tout ce qui est machine learning sur les graphes et les réseaux. Alors, pareil, au niveau de ce qui est fait au LECA,
on essaie de faire de l'inférence d'interaction par LLM. J'ai bien dit on essaie, c'est-à-dire que si vous êtes particulièrement bon sur ce genre de domaine, on peut peut-être être amené à interagir. J'en terminerai sur l'aspect prédire. Alors prédire, c'est vrai que, sincèrement, nous, dans des laboratoires d'écologie, c'est peut-être pas très rigolo tous les jours de se dire travaillons pour prédire le futur de la biodiversité suivant des scénarios qui ne sont pas toujours très, très optimistes au regard du climat, au regard de l'utilisation des sols, etc. etc. Donc, cette partie-là, elle va utiliser l'ensemble des éléments observés, l'ensemble aussi des composantes comprises pour arriver vers des scénarios de prédiction. Et on peut très bien rentrer dans cette terminologie d'IA générative où on va générer des scénarios qui vont être des scénarios spatio-temporels, de distribution d'espèces, de connectivité entre espaces protégés, également des scénarios de protection. Et vous le savez peut-être, en tout cas, dans le laboratoire, notamment Wilfried Thuillier est un des spécialistes internationaux de ce qu'on appelle les species distribution de modèles, qui peuvent être deep ou pas être deep, mais en tout cas, c'est insidieusement du machine learning et de l'IA pour aller dans le forecast spatio-temporel. Alors, je vous propose de boucler, je crois qu'il me reste une dizaine de minutes, sur un projet... Voilà, sur un projet plus pragmatique qui s'appelle DeepFaune, qui est développé entre 3 laboratoires, le LECA, le LBBE à Lyon et le CEF à Montpellier. Donc, il se trouve que on va parler de ce matériel qui s'appelle un piège photo. Donc, c'est un boîtier qui contient un détecteur de mouvement. Alors, je ne sais plus où il est, tiens, ça doit être là. Et également un détecteur infrarouge et qui prend des photos, des rafales, des vidéos et des timelapses à chaque fois qu'un animal passe devant. Et donc ce type de matériel qui a émergé, on va dire, il y a une petite dizaine d'années, est massivement installé un peu partout, en ville, dans la nature, en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Et donc vous imaginez très rapidement qu'un piège photo classique, ça prend, je ne sais pas moi, quelque chose comme 15 ou 20 photos par jour, parce qu'il y a 15 ou 20 animaux qui sont passés devant le piège. Vous imaginez rapidement que si vous êtes un projet assez sérieux d'étude de la biodiversité, vous avez mis peut-être 10, 15, 20 pièges photos qui vont avoir fait 15 photos par jour, et le tout pendant 6 mois, 1 an. Et vous êtes un projet, et il y a des dizaines, des centaines de projets en France et en Europe, vous avez compris. Donc très rapidement, on se retrouve avec cette chose toute simple. Vous avez des dizaines de milliers d'images sur vos cartes SD. Et puis, il s'agit de savoir ce qu'il y a comme espèce. Alors, on pourrait se dire, attendez, moi, la dernière fois que j'ai dit à quelqu'un, si tu veux regarder un notebook pour apprendre l'IA, regarde, en 3 lignes de PyTorch, tu peux faire un truc pour faire un classifieur d'animal. Voilà. Alors ça nous dessert énormément. Parce que savoir détecter, reconnaître une marmotte ici, c'est incroyablement plus difficile que tous les notebooks qui savent vous faire dire ce qu'est un chien et un chat sur des images tout à fait canoniques. Alors, croyez-moi, c'est très, très, très difficile. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de demander à la vision par ordinateur de savoir dire que là, il y a un chamois qui est ici, on a un loup, ici, on doit avoir un renard, et puis ici, on n'a rien. En fait, le déclenchement a été artefactuel. Ici, on a un oiseau. Voilà. Donc, les gens en computer vision se sont un petit peu excités dessus à partir de 2017-2018. Pour ce qui est de détecter l'animal, parce qu'en fait, finalement, ça se fait en 2 étapes. D'abord, on trouve quelque chose qui ressemble à un animal, et après, on va essayer de dire, voilà, il s'agit, je suis à peu près sûr, d'un chamois. Sur la question de détecter, il y a Microsoft qui a proposé une espèce d'oracle, c'est-à-dire un programme, un modèle qui marche très très bien. Mais pour la question de la classification, c'est-à-dire de dire de quelle espèce il s'agit, eh bien, en 2020, il n'y avait aucun modèle qui marchait correctement pour la faune européenne. Aucun modèle pour la faune européenne. Plein de gens avec des dizaines de milliers de données, des gens pas du tout au point en IA, avec des ordinateurs parfois très très old school, et donc une grosse demande. Et donc, avec mon collègue Simon Chavaillet, on s'est dit on pourrait peut-être essayer d'utiliser la force du CNRS et le côté CNRS tourné vers la société pour proposer une alternative réelle pour ces gens-là.
Donc on a créé ce projet qui s'appelle DeepFaune. On a assemblé, donc, comme je vous l'ai dit, une banque d'images IA Ready en passant des coups de fil, en utilisant le mail pour contacter 70 partenaires de tout un tas de différents types d'environnements. Et on a une banque de données annotées de 6 millions d'images, avec des vidéos également. On a entraîné des modèles réellement performants. Le premier modèle que l'on avait, il marchait à 85%, ce qui est plutôt pas mal pour une publication scientifique, mais personne n'a voulu s'en servir. Les gens sur le terrain ont dit, mais on va continuer à le faire à la main, la classification. Donc il faut que ça marche vraiment. Et puis quand vous dites que ça marche, il faut que vous ayez vérifié. Et puis on l'a mis à disposition dans un logiciel libre et gratuit qui n'a pas besoin d'un ordinateur récent et qui n'a surtout pas besoin d'une GPU. Il est utilisé dans l'Europe entière. On a à peu près entre 40 plus ou moins 15 utilisateurs. Le dimanche, il n'y a pas grand monde qui s'en sert, le samedi, un peu moins. Le 14 juillet, on a quand même du monde. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas que des Français qui s'en servent. Et donc, voilà, la petite subtilité, c'est qu'en 2020, plein de gens se sont dit « Oh là là, on pourrait faire un modèle ». Ils ont la même idée que nous. Il y a notamment des startups ou des entreprises qui ont essayé de s'y mettre aussi pour faire des produits. Et au final, il ne reste plus que nous. Alors voilà comment marche le logiciel. C'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs au niveau du design, ça c'est vrai, mais vous chargez vos images, elles sont là, vous lancez le modèle, hop, il les détecte, il détecte aussi les humains, il peut les flouter, et puis il détecte les individus possiblement quand ils sont en nombre, et vous récupérez un CSV. Vous l'avez vu, on est dans cette démarche d'avoir une donnée brute dont on se fiche complètement pour avoir une donnée écologiquement interprétable, et ça va rentrer dans des modèles de stats. Alors pour conclure, quels ont été les différents éléments qui font que ça marche vraiment? Pourquoi les gens sont contents de ce logiciel et des performances du logiciel? Une des choses on a fait très attention à une chose qui est assez importante. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'apprentissage de raccourcis. Si vous raisonnez par espèce paire, et si par exemple tous les loups que vous avez récupérés, vous en avez récupéré plein, et vous les avez récupérés chez Tartampion, eh bien, ce n'est pas impossible que le modèle fasse un apprentissage de raccourci sur ce qu'est une image Tartampion pour prédire ce qu'est un loup. Et donc, vous allez avoir, vous, les concepteurs du modèle, la perception artefactuelle que votre modèle marche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on maximise le nombre de paires espèces partenaires, c'est-à-dire pour une espèce, on ne fait jamais rentrer une espèce dans le modèle si elle a moins de 10 partenaires. Donc, par exemple, pour le chacal doré, actuellement, on est en train d'envoyer des mails pour dire « Vous voulez tous le chacal doré dans le modèle, envoyez-nous des images. » Et pas une ou deux partenaires, plein de partenaires. Ça, c'est vraiment la question de l'apprentissage de raccourcis. Il y a aussi cette question de distribution shift qui est un petit peu en surligné. Et puis, cette histoire des évaluations. Le plus vous avez de partenaires, le plus vous pouvez faire des évaluations où vous-même, vous mettez dans la peau de l'utilisateur ou de l'utilisatrice et vous les regardez vraiment les performances. Et vous savez vraiment si ça marche. Et comme ça vous évite de recevoir des mails qui vous disent « C'est bien votre initiative, mais en fait, ça ne marche pas très bien. » Bon. Et puis, d'autres éléments un peu plus techniques, pour celles et ceux qui sont un peu branchés modèles. On a essayé un certain nombre de modèles avec le temps, mais on s'est stabilisé sur un Dino V2 qui marche incroyablement mieux que la concurrence, ça c'est vrai. On a étudié ce qu'on appelle la calibration. Pour celles et ceux qui sont un peu plus maths, vous savez qu'un modèle donne un score, et un score, imaginons c'est 0,8. Tout le monde se dit, j'ai un score de 0,8, très bien, ça veut dire que j'ai 20% de chance que ça soit faux, quoi, en quelque sorte. Ben, ce que je viens de dire, c'est si la propriété de calibration est vraie. Et la majorité des modèles ne sont pas calibrés per se. Il faut les calibrer. Et donc, nous, nos collègues écologues, a fortiori du fait que la donnée est rentrée dans des modèles après, ils veulent que le score, qui dit que ça, ici, c'est un Impala, et ben à 94%, c'est le score. Ça veut dire que dans 6% des cas, du fait de la calibration du modèle, dans 6% du cas, on se trompe. Voilà. Et puis, la dernière chose qui est en cours, c'est d'avoir ajouté un modèle d'attention. Souvent, les animaux sont sociaux, donc il y a des groupes. On peut avoir aussi des groupes multispécifiques, comme ici en Afrique. Et on a ajouté un mécanisme d'attention, qui est bien entendu reproduit un petit peu ce qu'il y a dans les LM, qui va essayer de mettre en correspondance on va dire les bouts d'images comme ça, qui se ressemblent, de façon
à auto-renforcer la prédiction que vous pouvez avoir. Imaginons que vous avez un doute sur ce qui se passe ici. Eh bien, le processus d'attention va corréler cette image aux deux autres et va probablement pousser pour que le score de cette image, qui est peut-être un petit peu flou, soit un score élevé pour un zèbre. Voilà. Donc vous voyez cette matrice d'attention qui associe ici les zèbres, je ne voudrais pas dire de bêtises, ici les impalas et ici le buffalo, en corrigeant les scores grâce à cette technique d'attention. Alors voilà, j'ai voulu faire un panorama et j'ai voulu faire un focus. Bien entendu, je suis ouvert aux questions. Merci. Du coup, le logiciel que vous avez développé, il est open source et utilisable aussi par des particuliers? Oui, il est utilisé par des particuliers. Ok. Et du coup, toutes les données que vous avez, ce n'est pas uniquement des professionnels, il y a aussi beaucoup de particuliers avec des petits datasets qui participent. Alors au début, on a dit oui aux petits datasets, et maintenant on dit non aux petits datasets, sauf si ils nous font, sauf si on est sur une paire qui nous intéresse. Typiquement, un petit dataset chacal doré, actuellement, va nous intéresser. Donc on dira oui. Ok, du coup, ça garantit aussi une qualité des données, vu que c'est des professionnels qui les annotent potentiellement. Oui, alors c'est vrai, mais il y a aussi plein d'erreurs d'annotation, comme tu le dis. Et là, alors j'en ai pas parlé, mais on a une petite couche qui essaie de faire de la curation de données et qui essaie d'exfiltrer un certain nombre d'images qui sont possiblement avec des annotations fausses. Voilà. Mais sur 6 millions de données, c'est sûr qu'on a 1% ou 2% d'erreurs dans les annotations. C'est à peu près sûr. Ok, merci. D'autres questions? Peut-être une remarque sur l'outil là. Tu as fait attention de préciser ce que les utilisateurs voulaient et pas seulement la performance de l'IA. Et finalement, quel retour tu as sur les utilisateurs qui l'utilisent? Pourquoi ils sont amenés à l'utiliser? C'est le facteur... Alors, je vais donner un exemple très simple. J'ai reçu un mail hier d'une société, comment on dit, un bureau d'études, qui nous dit « Bonjour, j'ai utilisé votre logiciel. » Alors, sans nous le dire, tant mieux, parce que c'est le but. Il marche super bien. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie des images? Donc, en fait, on a vraiment agrégé les gens sur une démarche en disant, voilà, c'est le CNRS, c'est tourné vers la société. Les images, on les prend, elles sont stockées de façon sécurisée. Et en retour, on va vraiment, si vous nous aidez, vous proposer quelque chose qui est ajusté à ce que vous voulez. Et on discute avec les gens. On sait qu'ils veulent quelque chose qui n'est pas très long sur un ordinateur et surtout un truc qui marche. Mais on est passé par pas mal d'échanges. On connaît les gens. Simon Chamaillet qui fait ça avec moi, lui c'est un écologue de terrain, il a un carnet d'adresses long comme la salle, et donc il peut discuter sur le terrain de ce que veulent les gens. Du coup, il y a un contact humain. Il y a un très gros contact humain, très très gros. Et vu que le projet il est tourné vers la société, j'ai compris qu'il y avait un modèle qui était entraîné, qui était disponible. Est-ce que le jeu de données aussi est disponible? Parce que, par exemple, s'il y a des gens qui ont, c'est le cas de notre société, on fait des capteurs autonomes, on a des clients qui pourraient être intéressés, mais il faudrait que le modèle rentre dans le capteur et pas tourne sur un PC, quoi. C'est pour faire du temps réel, quoi. Oui, alors le jeu de données, on pourrait en discuter dans le cadre de la science ouverte. On a deux freins. Le premier frein, c'est qu'on a dit aux gens, donnez-nous vos données, on les garde et on n'en fera rien. Voilà. Donc du coup, il faudrait qu'on recontacte les 70 partenaires pour leur dire est-ce que possiblement vous pourriez accepter qu'on les partage. Voilà, premier frein. Deuxième frein, c'est incroyablement difficile d'organiser correctement les données. Nous, elles sont organisées à plat, on a un système à nous, mais après, les mettre à disposition, il faudrait peut-être le faire. Voilà. Mais on n'est pas dans cette démarche-là, compte tenu de l'engagement qu'on a eu au départ, même si je suis bien de ton avis, le côté science ouverte nous y pousserait. Voilà. Ça aurait pu être un frein pour certaines publications de notre thésard qui s'est pris des remarques sur le fait que la banque de données n'est pas disponible. Ouais. C'est très juste.
Bon, on met pas mal de choses dispo quand même. Ah, une question. Du coup, la dernière question. Après, on passera à l'exposé. Bonjour. Je m'excuse, c'est peut-être une question naïve. Combien d'espèces on peut classifier avec votre logiciel? Ouais, c'est une très bonne question. En particulier parce que, par exemple, Google a un modèle concurrent qui fait 2250 espèces. Nous, on est sur la faune européenne et on est en lien avec les gens qui travaillent avec des pièges photos en Europe. Donc, en particulier, on a une classe oiseaux, mais on n'est pas descendu plus précisément sur les oiseaux. Et moi, je vais te dire quelque chose. Si tu fais une analyse de biodiversité sur les oiseaux en mettant un piège photo de par-ci par-là, c'est que tu n'as pas trop compris quelque chose sur la façon de faire de l'écologie sur les oiseaux. Par contre, on va avoir un exposé sur le fait que les capteurs sont peut-être beaucoup plus appropriés pour les oiseaux. Donc on a un nombre réduit de classes, c'est vrai. On a 35 classes. On va ajouter par exemple le porc-épic parce qu'il est en Italie, le chacal doré, le cicadire parce qu'il est du côté de la Grande-Bretagne. Mais on n'est pas descendu sur des... typiquement sur les oiseaux, on n'est pas allé très loin. Et on a essayé vraiment, comme je te l'ai dit, comme je le disais, d'avoir des performances excellentes. Mais encore une fois, ce n'est pas l'aspect couteau suisse. Peut-être que, par exemple, pour les martres et les fouines, on ne sait pas différencier les martres et les fouines. Et on ne va pas aller là-dessus. Le chat domestique et le chat sauvage, merci. On ne va pas aller sur le sujet non plus. Voilà. Eh ben, merci Vincent pour cette belle présentation. Et du coup, on va passer à l'autre exposé. Du coup, on a une belle transition et on va parler d'éco-acoustique, si j'ai bien compris. Et donc, on accueille Camille Desjonquers. Merci, Camille. Oui, bonjour à tous. J'attends que ma présentation... moi, je suis chercheuse au CNRS et je travaille au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'éco-acoustique. Donc c'est la science qui mêle l'écologie à l'acoustique. Voilà. Donc je vais commencer par remercier en fait toutes les personnes avec qui je travaille et qui font partie en fait et de l'Observatoire hors-champ dont vous a parlé Vincent. Et également du consortium hors-champ, qui est toutes les personnes en fait, qui ont participé à cet observatoire en collectant des données de près ou de loin. Voilà. Donc, je vais commencer par reprendre un petit peu sur la biodiversité en parlant d'indicateurs de biodiversité. Et donc, pour comprendre et prédire l'effet des changements globaux, il nous faut ces indicateurs. Et jusqu'ici, on a eu beaucoup d'indicateurs de structure, donc c'est-à-dire quelles sont les espèces qui sont présentes dans un environnement, leur composition, la richesse en espèces, mais pas tant d'indicateurs sur le fonctionnement. Donc, qui va être plutôt sur le rôle des espèces dans leur écosystème et leur participation à différents flux de matière et d'énergie. Et donc, les méthodes d'échantillonnage qui permettent d'obtenir ces indicateurs de biodiversité, qu'on appellerait plutôt classiques, sont souvent restreintes par deux facteurs. D'abord, le besoin d'observateurs sur le terrain, qui va limiter la résolution spatio-temporelle des échantillons obtenus. Et également le besoin d'experts qui va limiter la couverture taxonomique. Avec le suivi écoacoustique, on a un échantillonnage sonore, donc on va capturer du son dans les environnements. Et on fait ça aujourd'hui la plupart du temps avec des capteurs autonomes, donc qui vont pouvoir rester sur le terrain pendant une longue période et enregistrer de manière régulière. Et donc ce type d'échantillonnage, il a plusieurs avantages. Notamment, il est non invasif. Donc la plupart des échantillonnages classiques, ça va être on passe avec un filet à papillons, on attrape plein de papillons et on les met dans des petits bocaux. Voilà.
là, on place un capteur et on le laisse capter tous ces échantillons. Ça permet d'obtenir une forte résolution spatio-temporelle, puisqu'on a ces enregistreurs qui restent sur le terrain et qui captent de manière autonome pendant des périodes longues et répétées. Et aussi, ça permet une large couverture taxonomique, parce que les animaux, il y a plein d'animaux qui produisent des sons, allant des poissons aux amphibiens, en passant par les insectes, les mammifères et les oiseaux. Et finalement, c'est également un échantillonnage qui peut être multifacette, puisqu'on va avoir accès à tout ce qui est son biologique, donc ce qu'on appelle la biophonie, donc tous les animaux qui produisent des sons. Et donc là, on va avoir un petit échantillon, si ça marche. Le son ne fonctionne pas, je pense. Alors, je vais passer, peut-être que ça marchera sur les autres slides. Bon, je vais passer. Ça permet également d'avoir accès à tout ce qui est sons non biologiques, donc les sons d'origine géologique, tels que le vent, la pluie, une rivière qui coule, etc. Mais aussi aux sons d'origine humaine, donc les bruits que font nos voitures, nos constructions, etc. Et finalement, c'est aussi multifacette parce que ça permet d'avoir accès à tout ce qui est fonction écologique, parce que les animaux produisent des sons pour différentes raisons, liées à différents comportements, notamment la reproduction ou la défense d'un territoire, le mouvement, l'alerte et puis la détection de nourriture. Voilà. Donc Vincent parlait juste avant de détection d'images. Donc on peut, nous en écoacoustique, on travaille sur 2 représentations du son principalement. Donc la forme d'onde qui va être une représentation de l'amplitude en fonction du temps, et le spectrogramme qui va être une représentation de la fréquence en fonction du temps avec l'échelle de couleur qui représente l'amplitude. Et donc, on pourrait se dire, en fait, cette partie-là, le spectrogramme, en fait, finalement, c'est une simple image, mais pas tout à fait. D'abord, j'ai plus la main, je crois. Ça avance plus. Ah, voilà. Merci. Donc, déjà, il y a des paramètres. Donc, le spectrogramme, c'est un ensemble de short Fourier transform. Donc, en fait, on va faire des petites transformées de Fourier sur des fenêtres de son. Et donc, la taille de la fenêtre va jouer sur la représentation qu'on obtient. Donc ici, on a 528 échantillons comme taille de fenêtre, et ici, on a 128. Et donc, on voit bien que la représentation de ce champ de grillon est complètement différente selon ces 2 paramètres. Et la deuxième chose qui est importante par rapport aux images classiques, enfin des spectrogrammes par rapport aux images classiques, c'est que la fréquence est importante. Donc, si on met ce son-là tout en bas dans notre bande de fréquence, et en fait, c'est pas du tout le même son. Et donc, on pourrait se dire, on a, pour ce qui est, si on fait le parallèle avec les images de pièges photo, par exemple, on pourrait se dire, en fait, si ça, c'est un chien, qu'on l'ait là ou qu'on l'ait là, ça ne change rien. Alors que pour le son, ça a une importance majeure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la recherche qu'on a effectuée dans le cadre de l'Observatoire hors-champ, qui est un observatoire des socio-écosystèmes de montagne. Et donc,
on a mis en place depuis 2022 un protocole de suivi acoustique dans les Alpes et les Pyrénées. Et donc l'idée, c'est de suivre entre 5 et 10 sites le long de gradients d'altitude, donc tous les 200 mètres, sur des bassins versants partout dans les Alpes, dans les Pyrénées, et depuis cette année aussi en Corse. Et donc l'idée, c'est d'étudier en fait le turnover des communautés en fonction de ces changements le long de gradients d'altitude. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant pour moi, qui travaille en écoacoustique, c'est qu'on n'a pas seulement l'acoustique, pour une fois, on a aussi toutes sortes de données écologiques à combiner, notamment la structure de la végétation, les caractéristiques du sol, le climat, un certain nombre de données sur la biodiversité en insectes, les pièges photos et l'ADN du sol. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une image très globale de tous ces sites et de comment ils changent avec les changements globaux. Et donc le protocole qu'on a mis en place en acoustique, c'est on échantillonne 1 minute tous les quarts d'heure, juste dans l'audible, avec un taux d'échantillonnage de 48 000 Hz. Et on a un enregistreur par placette, et on enregistre entre mai et juin jusqu'à l'automne. Et donc jusque ces 3 dernières années, là on est sur la 4e année d'échantillonnage, on a capté des enregistrements sur 80 placettes et 15 gradients. Et donc on commence à avoir pas mal de données qui sont stockées à l'université au GRICAD sur le serveur Mantis. Et on a mis en place une chaîne de traitement automatisée qui fait tourner donc des indices de diversité acoustique et BirdNet, qui est un modèle de détection de chants d'oiseaux dont je vous reparlerai après. Donc je vais vous parler de 3 sujets aujourd'hui: la détection de pluie et de vent, la détection d'oiseaux et la caractérisation du paysage sonore. Donc pour ce qui est de la pluie, c'est un stagiaire de M2 qui avait travaillé sur le sujet. Finalement, détecter la pluie, c'est assez important en écoacoustique parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de manière de gérer la pluie. Il y a un modèle qui a été développé pour détecter la pluie, dont je vais vous parler. Et puis, finalement, en fait, on voit que même sous la pluie, on peut quand même entendre des espèces. Et donc, les modèles de détection d'espèces ne sont pas très bons pour détecter les chants sous la pluie. Alors, normalement, il y avait un son de pluie ici. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé donc, ce package R qui s'appelle HardRain, qui est basé sur le Power Spectrum Density et le Signal to Noise Ratio pour détecter les enregistrements qui sont bruités par la pluie. Et donc Paul avait d'abord testé les paramètres par défaut, puis a essayé d'optimiser les paramètres de manière à avoir des meilleures détections. On a également utilisé un random forest avec comme features d'abord des indices de diversité acoustique qui sont en gros des fonctions mathématiques qui représentent un petit peu la diversité d'amplitude et de fréquence comprises dans des enregistrements d'1 minute. Et on a également utilisé des embeddings de VGGH, qui est un modèle qui a été entraîné sur donc un réseau de neurones convolutifs qui a été entraîné de manière supervisée sur AudioSet, qui est un jeu de données basé sur des vidéos YouTube. Donc voilà ce qu'on obtient. D'abord sur HardRain, donc version 2, c'est les paramètres optimisés, et version 0, c'est les paramètres par défaut. On voit que ça marche pas très bien. On capte quand même une bonne majorité des enregistrements avec de la pluie, mais on a pas mal d'erreurs. Par contre, quand on utilise ce random forest avec des indices de diversité acoustique ou
ou des features des embeddings de VGGI, là, les performances sont vraiment bien meilleures. Et on a testé également ces performances sur un jeu de test indépendant qui est des enregistrements qui ont en gros été captés de la même manière avec des enregistreurs autonomes, mais captés dans le Jura. Donc, pas du tout les placettes qu'on étudie. Et donc, on voit qu'on a des performances assez satisfaisantes. On a répété la même chose sur le vent. Il y a un peu moins bonne performance pour tout ce qui est détection du vent, mais ça reste quand même correct. Voilà. Donc finalement, même avec un bon vieux random forest, entre guillemets, on peut s'en sortir quand on a les bons features. Pour ce qui est de la détection d'oiseaux, on a utilisé BirdNet, donc qui est un réseau de neurones deep, enfin Deep Neural Network, je pense que c'est mieux comme ça, profond, et donc qui a été entraîné de manière supervisée sur deux grandes bases de données qui contiennent beaucoup d'enregistrements d'oiseaux, Xenocanto et la librairie de Macaulay qui est basée au laboratoire de Cornell. Et donc, ce modèle, il va retourner des prédictions, donc nous dire quelles sont les espèces qui sont présentes dans 3 secondes d'enregistrement, et associer ces prédictions, à ces prédictions un score de confiance qui, comme Vincent le disait, n'est pas une probabilité de présence. Et donc, une étude qui a été faite récemment montre que quand on prend comme seuil le score de confiance de 0,8, sur 4 pays et pas mal d'espèces, en fait, on a des performances qui sont pas trop mal. Donc, on se trompe. Quand BirdNet dit ça, ici, on a un barn swallow, et ça marche pas trop mal. Mais il y a certaines espèces pour lesquelles, en fait, BirdNet se trompe complètement, même avec un seuil de score de confiance de 0,8. Donc, ça montre que ce score de confiance, il est vraiment très variable entre espèces. Et donc, c'est ce qu'on a un petit peu regardé aussi de notre côté dans les Alpes. Donc, on a d'abord regardé sur le chocard à bec jaune. On avait près de 5000 détections. Et donc, mon étudiante les a validées. Enfin, on a validé plus d'1 millier. Ça y est. Merci. Donc, le champ du chocard. Et donc, BirdNet se trompe quand même pas mal, 30% de faux positifs sur 1000 enregistrements. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a quand même des faux positifs qui sont un petit peu répartis partout en termes de score de confiance. Par contre, les vrais positifs, ils sont avec des scores de confiance assez hauts. Donc ça, c'est un petit peu rassurant. Et donc, si on fait une régression logistique du score de confiance en fonction des prédictions, on peut se mettre un seuil pour avoir en fait une probabilité de se tromper à 85 ou 90%. Et donc ici, pour avoir 85% de chances d'être bon, il faudrait un score seuil à 0,94. Et donc, j'ai un autre étudiant qui a fait la même chose sur 9 espèces. Par contre, il a validé un peu moins d'enregistrements. Il en a validé environ une 50aine par espèce. Et donc, on voit vraiment, comme je vous disais, que ce score, il est vraiment à calibrer par espèce. On a des variations énormes entre ces 9 espèces, avec des scores qui peuvent être des scores seuil qui peuvent être très bas ou très hauts. Voilà, donc pour l'instant, il est nécessaire de calibrer par espèce ces scores. Et enfin, pour ce qui est du paysage sonore, donc on voulait voir en fait qu'est-ce qu'on peut représenter, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser les embeddings pour représenter les caractéristiques d'un paysage sonore?
Et donc, on a utilisé deux types d'embeddings. Enfin, je vais vous présenter deux types d'embeddings. D'abord, on revient sur VJJish, qui étaient les embeddings que je vous ai présentés avant, qui ont été utilisés par un collègue pour représenter différents paramètres des paysages sonores. Et ensuite, Biolingual, qui est un modèle un petit peu plus récent, qui est un modèle d'apprentissage contrastif texte-audio, avec un Vision Transformer, et qui a été entraîné sur des données venues de jeux de données de bioacoustique. Donc, théoriquement, un petit peu plus pertinent pour nos données que VJJish, qui a été entraîné sur des vidéos de YouTube avec je sais pas, des bruits de moteur, etc. Et donc, d'abord, sur VJJish, voilà ce qu'avait obtenu mon collègue Sarab Sethi. Il avait montré qu'en fait, on pouvait distinguer des sons venus de plusieurs pays différents, de plusieurs qualités d'habitat différentes. On pouvait aussi distinguer des variations saisonnières ou des variations journalières. Et donc, on a regardé ça sur nos enregistrements en milieu de montagne. Et donc, là, on a 10 sites, 86 000 enregistrements, non, pardon, pas 10 sites, 10 bassins versants, mais c'est 45, je crois, sites. Et donc, d'abord, on a regardé les différences entre s'il fait jour ou s'il fait nuit. On voit qu'il y a quand même ici le jour, ici la nuit. Et on a regardé également les différences de milieux. Et donc, on voit que les milieux de forêt sont plutôt en bas, alors que les milieux ouverts sont plutôt en haut. Et ensuite, on a utilisé ces embeddings pour faire un modèle de détection de présence d'oiseaux, donc tout oiseau confondu, et insectes, tout insecte confondu. Et ce qu'on voit, c'est que les oiseaux, ils sont plutôt présents le jour et dans tous les milieux. Et les insectes, ils sont présents le jour en milieu ouvert et la nuit plutôt en milieu de forêt. Voilà. Donc, on peut également étudier les paysages sonores grâce aux embeddings des modèles de réseaux de neurones. Et en termes de perspective, ce qu'on aimerait faire par la suite, ce serait détecter et classifier les espèces d'insectes, parce qu'il y a énormément de champs d'insectes dans ces enregistrements. Également, on aimerait voir si on peut détecter la voix, parce que ça nous permettrait d'avoir une idée en fait, de l'empreinte humaine dans les milieux qu'on étudie. Et puis, enfin, on aimerait aussi avoir une couverture un peu plus globale en faisant des groupes de sons qui nous permettraient en fait, de capter toute la communauté sans passer par sans avoir besoin d'avoir toutes ces données d'entraînement pour pouvoir identifier espèce par espèce. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prête pour les questions. Merci Camille, on a pu entendre quand même un son, c'est bien. Des questions? Peut-être une question pour ouvrir là, sur la détection des insectes. C'est quoi l'enjeu par rapport aux oiseaux et tout ça? Donc la perspective pour les insectes? Ouais. En fait, les insectes, il n'y a pas de modèle actuellement qui permette de détecter les différentes espèces d'insectes. Il n'y a pas d'insectes nets, quoi. Et du coup, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas forcément des bases de données qui sont suffisamment fournies pour entraîner ce genre de modèle. Donc voilà, c'est... Faut tout reprendre de zéro, quoi. Un petit peu, ouais. D'accord. Des questions? Moi, j'avais une autre question, du coup, sur quand tu fais les faux positifs, vrais positifs, là. Les étudiants, c'est à l'oreille, ils ont écouté les sons et donc le chant du choucar, là, ils arrivent à le différencier en fonction.
Et Ouais. il y a une grosse différence entre les sons en montagne? Oui, les sons sont souvent espèces spécifiques. Il y a des cris qui peuvent être un petit peu moins faciles à détecter, mais là, le chant du chocard, c'est quelque chose qui C'est est facile. très... Ouais. À l'oreille humaine, c'est facile. D'accord. Oui. Ok. Quand on a une certaine expertise. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ah oui, avec la lumière, je vois pas. Merci. J'ai peut-être raté l'information. Vous pouvez détecter quand il y a plusieurs chants d'oiseaux et combien? Classifier les différents chants? Du coup, avec Burnet, il peut donner plusieurs réponses. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sur des tranches de 3 secondes. Et donc, parfois, sur 3 secondes, il peut y avoir plusieurs espèces. Et donc, il va prédire plusieurs espèces. Il n'y a pas toujours... quand il y a des overlaps, c'est pas toujours super... une performance super... c'est pas très performant parfois. Merci. Merci beaucoup, Camille. Merci. Et du coup, on va passer à dernier exposé de la session par Didier Donzé sur l'IA Frigal, IoT et sciences de l'environnement. Oui, merci. Ça se trouve, les télécommandes, là? Ah. Faut que je monte sur scène. Bon, hop. Alors, ok. Premièrement, merci pour l'introduction, Sophie. Et puis, merci de m'avoir invité, sachant qu'on m'avait dit, viens parler de tes travaux en IA sur les sciences de l'environnement. Alors, manque de peau, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'environnement, on va dire que je suis sympathisant des deux. Mais par contre, j'ai quand même, on va dire, une petite expérience sur les systèmes connectés et les chaînes logicielles qui servent à glaner de l'information depuis l'extreme edge jusque dans le cloud. Donc c'est plutôt sur ces choses-là que je vais vous présenter quelque chose. Donc moi, je suis dans une équipe du laboratoire d'informatique de Grenoble qui s'appelle DRACAR. Donc c'est plutôt une équipe qui est dans le domaine des réseaux de capteurs et de la cybersécurité. Et puis donc je suis enseignant-chercheur également à Polytech Grenoble. Je suis informaticien. Certains diraient que je suis informaticien aussi de terrain. J'aime bien aller sur le terrain, voir ce qui se passe, comment on pratique justement l'usage du numérique. Et puis, je vous ferai en perspective un projet dans lequel je participe, notamment dans un des work packages qui est autour des réseaux de capteurs, qui est celui de Terraforma. Alors, pour démarrer, Terraforma, c'est un Equipex qui vise à doter, on va dire, les scientifiques qui travaillent dans les sciences de l'environnement à de nouveaux instruments pour justement collecter des informations, observer ce qui se passe dans la nature et dans un contexte des transitions, on dit bien les transitions liées à l'Anthropocène, dans des espaces naturels sensibles. Donc les technologies qui sont mises en œuvre à l'intérieur de ce projet sont à la fois des nouvelles technologies de nouveaux capteurs, je vous en listerai quelques-uns, et puis des technologies de communication, principalement sans fil, qui vont être en général des réseaux longue distance, parce qu'on est sur des zones qui sont peu couvertes, où on est en grand champ, des réseaux qui peuvent être nécessités de passer par du satellite, et puis l'utilisation pour l'exploitation des données de l'IA qui peuvent être faites comme l'a présenté Vincent, confortablement chez soi dans son salon, ou alors directement au sein des capteurs, ce qu'on appelle l'AI at edge ou alors l'AI at extreme edge. Alors je vous donnerai les différences entre ces choses-là. Et tout ça, ça se fait à l'intérieur de ce qu'appellent les écologues, les zones ateliers. On a parlé tout à l'heure d'hors-champ, on va dire que c'est ce type d'espace, voilà, qui sont des espaces préservés pour faire de la science dans ces espaces. Alors, sur l'université, on a le jardin du Lautaret, qui était l'ancienne station alpine Joseph Fourier, et puis avec des voisins qui sont par exemple le parc national des Écrins. Alors je les cite parce que on va dire ma participation à Terraforma a démarré avec une collaboration via eux.
Alors, juste pour expliquer ce que c'est une ZA, ben voilà, c'est un espace en montagne, par exemple, dans ce cas-là, mais on verra juste après en Bretagne, où les scientifiques viennent poser un certain nombre d'équipements. Donc ici, vous avez ce qui s'appelle une tour à flux. Là, ça va être utilisé pour justement regarder quelles sont les émanations de méthane, de CO2, ainsi de suite, qui émanent du sol aux différentes périodes de l'année. Alors, il se trouve que l'Otarie, comme c'est à 2200 mètres d'altitude, et ben, à un moment donné, ben, vous voyez, on est les pieds dans la neige. Hein, et puis, quand on revient, ne serait-ce qu'un mois et demi plus tard, on s'aperçoit que le capteur qu'on avait posé là, il a disparu. En fait, il n'a pas disparu, c'est qu'il fallait lever juste la tête 2 mètres plus haut, quoi. Voilà. Donc, ça fait partie de ce genre de choses. Et puis, on a des collègues scientifiques qui viennent tester leurs capteurs dans ces espaces-là, avec notamment les conseils qui peuvent être donnés par les agents en disant bah non, évite de mettre ton truc ici parce qu'il va se faire bouffer par une marmotte ou brouter par une vache et ainsi de suite. Bon, voilà, ça fait partie, on va dire, de l'épreuve des balles quand on veut industrialiser ou on va dire mettre en production ces recherches. Donc un autre, alors ça c'est une photo qui avait été prise l'an dernier lors justement des rencontres annuelles Terraforma. Et puis ici c'est le lieu sur lequel les collègues rennais nous ont reçus pour justement regarder cette autre zone atelier qui s'intéresse beaucoup à l'hydrologie. C'est la première fois que je voyais un puits artésien, c'est magnifique. Mais normalement, ils sont censés le boucher. Hein. Okay. Et voilà, et donc dans lequel ils regardent toutes les interactions qui existent entre la végétation, l'eau, et puis également tout ce qu'il y a autour. Hein. Bon, je vous rappelle qu'autour, c'est des agriculteurs avec les nitrates. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi d'autres interactions sonores, hein, qui est qu'il y a une base de l'aéronaval à côté, donc tous les quarts d'heure, on avait un Fouga Magister ou je ne sais pas quoi d'autre qui atterrissait. Brouillant en même temps le réseau. Voilà, ça c'était important. Donc dans ce projet-là, il y a un certain nombre de work packages. Dans ces work packages, il y a le numéro 2 dans lequel je suis moyennement concerné, quoique quand même pas mal. C'est un work package qui est orienté vers la production des capteurs, hein, des sensors, on va dire. Avec des choses qui peuvent varier de la caméra hyperspectrale haut de gamme à des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, peu coûteuses. Qui sont par exemple ce type de piège photo là, bah, tiens, d'ailleurs je vais le faire passer hein, comme ça. Si tu veux le faire passer, vous pouvez l'ouvrir. Hein, ou des choses qui sont vraiment très très peu coûteuses, qui sont par exemple ces micro-stations météo, microclimates, qui enregistrent température, humidité, pression, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, luminosité, vibration, bon, ce genre de choses, dans lequel eh ben, en fait, on va alimenter ça avec... Hop, voilà. Avec quoi? Avec cette pile. Okay, et ça, c'est le budget pour alimenter ce capteur pendant une dizaine d'années. Bon, en général, c'est moins, mais bon. On va dire que c'est l'objectif. Là, tu peux détecter la pluie avec ça. Voilà. OK. Voilà en gros pour ce work package. Alors moi je suis plus concerné, on va voir sur le suivant qui est le work package 3. Donc je n'ai pas de transparent pour, mais par contre je vais pouvoir parler de quelque chose sur lequel je suis confortable, c'est l'aspect justement connectivité, notamment connectivité dans le domaine de l'Internet des objets. Donc dès qu'on commence à faire de la mesure d'un environnement, donc ça peut être urbain, ça peut être un bâtiment, ça peut être un environnement qui peut être cultivé ou naturel, ça peut être des infrastructures comme des ponts et ainsi de suite, ou des bateaux, et ben, on rentre dans un champ disciplinaire qui s'appelle l'IoT, l'Internet des objets. Donc où vous portez votre regard, vous avez potentiellement une application dans ce domaine-là. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on croit que les objets communiquent entre eux, pas trop, non, en fait. Hein. Ils sont essentiellement dans une communication qui part, on va dire, de l'équipement qui est en bas, qui peut être muni de capteurs et qui peut avoir des actionneurs aussi, sur lesquels on peut envoyer les commandes et qui vont remonter ces données, en général, vers le cloud de l'organisation qui les opère. Et pour ça, on va passer, à un moment donné, par l'Internet, mais avant de passer par Internet, eh bien, il va falloir passer par des protocoles de communication qui sont adaptés, entre autres, à une problématique qui est celle de la consommation énergétique
de la distance, et donc on ne peut pas s'amuser à utiliser ce qui est utilisé classiquement pour votre ordinateur portable ou votre téléphone portable avec le réseau. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ça en rouge, et c'est pour ça que j'insiste bien, regardez cette pile, c'est le budget pour 10 ans de communication. Ok, ça c'est important. Si on ne comprend pas ça, bon, on peut faire de l'Internet des objets, mais revenir tous les 15 jours pour changer les batteries. Cette pile, elle vaut 10 €, mais le coût du bonhomme qui va changer la pile, qui ne retrouve pas le capteur, il coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc on peut, dans cet Internet des objets, vous avez une très grande variété, on va dire, de types d'objets. Ça peut être des objets qui sont, voire sans pile. Alors, est-ce qu'il y a un laser là? Ouais, super. Donc qui sont par exemple des puces RFID. Et puis ça peut être des choses qui sont très haut de gamme, comme votre Tesla que vous avez garé à côté là, qui est sur sa borne de recharge et qui va communiquer avec le réseau, par exemple même ne serait-ce que pour livrer de l'énergie quand les panneaux solaires sont insuffisants pour produire de l'électricité en Espagne. Voilà. Ou vos turbines, je ne sais plus comment on appelle ça, éoliennes, voilà, c'est ça. Et puis ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des objets qui sont très très variés et avec des protocoles de communication qui sont très variés, avec des distances très variées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en général, on passe par une couche intermédiaire qui s'appelle les stations de base ou les gateways, des gateways qui peuvent être à bord de satellites d'ailleurs, qui vont remonter ces informations-là dans le cloud, dans lequel on fait du stockage essentiellement, soit sous forme centralisée ou distribuée dans une blockchain, et puis du reporting, de la géolocalisation, et puis on peut réagir et redescendre. Et puis après, au-dessus, vous avez toute la partie visualisation, ainsi de suite. Alors, l'IA là-dedans, en fait, on va pouvoir la mettre un peu partout. Donc, classiquement, ça va être dans des data centers. C'est ce qu'on fait quand on fait du chat GPT. Quand vous commencez à faire des choses sur votre téléphone portable, on va le trouver dans le mobile. Quand on fait du deep phone, c'est sur votre desktop. Et puis, on peut aussi le descendre à des niveaux qui sont frontières dans le réseau. C'est pour ça qu'on appelle ça le edge. Et puis, on peut descendre ça à l'intérieur des équipements, voire à l'intérieur des capteurs, ce que j'ai appelé le extreme edge. Alors, qu'est-ce que c'est quelles sont ces architectures matérielles qui vont permettre d'exécuter toute cette IA dans toute cette chaîne de collecte et de réaction? Vous avez soit des choses qui sont très très haut de gamme, ça vaut $1 million $1 donc typiquement des wafer scale, donc des processeurs qui sont à l'échelle d'un wafer, c'est-à-dire la galette de silicium que produit IST à côté là, et donc qui vont être très très haute performance avec des processeurs un peu moins performants mais qui restent quand même. Vous avez entendu parler des annonces qui ont été faites entre Nvidia, Macron et je ne sais pas qui d'autre pour faire des fermes de Blackwell. Et puis, vous allez descendre après vers des processeurs qui vont se spécialiser qui vont être un peu moins consommateurs d'énergie, mais ça reste quand même de 10 à 100 watts, mine de rien, c'est pas mal. Et puis, des choses qui sont beaucoup plus frugales, qui consomment, on va dire, de l'ordre de milliwatts sur des inférences, voire en dessous des microwatts. Donc, vous avez toute cette gamme-là. Et évidemment, ces choses-là ne vont pas exécuter les mêmes, on va dire, IA à bord. Vous n'allez pas mettre ChatGPT embarqué sur cette chose-là. Ce n'est pas la peine d'y compter. De toute façon, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objet. Juste, c'était pour rappeler que Baby, oui, c'était juste pour vous signaler que là, on est en train de construire dans nos rêves plein de gros data centers un peu partout, mais qu'il ne faut jamais oublier qu'on est limité à ça en puissance générée par les centrales nucléaires en France. Et je vous rappelle, les centrales nucléaires, je crois que ça couvre 70% de l'électricité produite en France. Donc, on arrête de s'exciter. Alors, moi, je ne m'excite pas parce que je travaille sur la petite batterie que vous avez vue. Et donc là, typiquement, vous avez votre station météo miniature, température, humidité, pression. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Détection de fuite, et puis détection de mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que détection de mouvement, si vous mettez ça dans un boîtier, si ça vibre parce que le vent tape dessus, vous avez la force du vent. Okay. Ce capteur-là, il est resté 3 ans accroché en haut de la tour Perret, là, avec 4 de ses petits camarades, là.
pour me mesurer ça. Et les piles, bon, bah, en fait, après à peu près 200 000 messages émis, bah, ils ont rendu l'âme, hein, mais le but était aussi que ça rende l'âme assez vite. Okay. Donc là, je vous ai mis 1 an, en gros 2 ans avec un capteur, et c'est ce qui va dépendre en fait du facteur, de la qualité de la liaison que vous avez sur le capteur. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que dans la nature, hein, c'est-à-dire chez les opérateurs ou dans n'importe quel réseau, on a à peu près ces qualités de réseau-là qui sont données, par ce qui s'appelle le spreading factor dans cette technologie LoRa, et on est typiquement à des durées de vie théoriques de ces capteurs qui sont autour des 11 ans. Voilà, ça c'est la caractéristique, c'est la pile. D'ailleurs, si vous en voulez, j'en ai plein donné, j'en ai à peu près 2000 dont il faut que je me débarrasse rapidement. Donc faites-moi signe. C'est des piles, pas des batteries. Vous les chargez, vous explosez. Alors, pourquoi il est intéressant, bon, je reviens maintenant en arrière, pourquoi il est intéressant de s'intéresser dans le contexte de l'IoT à l'IA? Eh ben, l'IA, moi je le vois surtout comme un super compresseur d'informations, ce qui va permettre de faire une compression avec perte de l'information, et ce qui va permettre justement de passer par les réseaux dont je vous ai décrit, que je vous ai décrit avant, afin d'économiser l'énergie dans la transmission. L'énergie, elle peut être dans le stockage. Alors, c'est pas quand vous pensez stockage, vous pensez stockage dans le cloud. Moi, je pense le stockage localement, parce que ce dont tu as parlé, Vincent, c'est que ces pièges photos, quand ils écrivent sur leur carte SD, ils consomment de l'énergie. Okay, et ce qui nuit à la durée de vie de ma petite batterie. Donc, ça fait partie de ce genre de choses. C'est également au travers des réseaux qui sont assez lents en termes de communication. C'est quelques octets par seconde qui vont être transmis. Donc, rêvez pas, ce n'est pas des images et ainsi de suite. Ça a aussi une bonne propriété, c'est qu'on parlait de tout à l'heure de RGPD, ainsi de suite. Vous êtes à partir du moment où vous traitez localement à l'intérieur du capteur, vous rendez l'information qui sort du capteur privacy friendly, ainsi de suite. Bon, et puis plus on rapproche, on va dire, les traitements et moins on les donne à des GAFAM, et plus on est dans l'aspect sovereignty, et puis sur des aspects aussi disponibilité et résilience. Je vous rappelle, la fibre, le cuivre, c'est pas vraiment fiable. Un coup de pelleteuse et c'est fini. Okay, alors que le RF, ça marche. Tout le temps, même trop bien. Donc, quelles sont les approches qu'on peut avoir dans ce domaine du edge ou extreme edge? C'est de faire du on-device machine learning, faire du federated learning. Bon, tous ces termes-là, je pense que vous les connaissez, transfer learning, ainsi de suite. Et puis, ce qui est à la mode depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est tout ce qui s'appelle TinyML, le fait de pouvoir mettre des modèles de machine learning sur des architectures qui possèdent quelques dizaines de kilooctets, allez, on va dire dizaines de kilooctets de RAM, des processeurs qui sont limités en performance, afin de pouvoir justement faire de la classification, faire de l'inférence derrière. Alors, donc les techniques qui sont utilisées, c'est du pruning, de la quantisation, de la linéarisation de modèles qui peuvent être non linéaires, ainsi de suite. Bon. Ok, alors maintenant je reviens à nos histoires de sciences de l'environnement. Alors ça, c'est ce que vous a décrit, en fait, c'est le process que vous a décrit Vincent avant. Donc on a des agents des parcs ou des bureaux d'études, des chercheurs qui vont installer des pièges photos sur le terrain. Ça coûte pas cher. Sur AliExpress, il y en a pour 15 balles. Ok, ça, 15 balles. Ça peut être aussi des pièges audio, ce dont tu as parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi des petits thermomètres data logger qui vont enregistrer, par exemple, toutes les minutes, une température, une luminosité, une humidité, qui peuvent être enfouies dans le sol. Et puis, ça peut être aussi des choses qui vont être portées qui vont être mis sur des animaux qu'on a capturés, donc qu'on a dérangés, entre guillemets, et qu'on va pouvoir suivre. Et ça, je vous présenterai un projet qui est fait par un des collègues qu'on a cité tout à l'heure, là, Simon, dans le cadre de ces recherches. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? On installe ça, et puis 3 mois plus tard, ou 2 mois plus tard, on vient récupérer la carte SD qui est dedans,
on remet des piles neuves et hop, on ferme le boîtier et puis on continue. Et puis on rentre tranquillement chez soi dans son canapé et puis on dépiote les photos en disant « Ah, ça c'est un renard ». Ah tiens, ça, je ne sais plus ce que c'est, j'ai fait ça hier soir, là, pour la reconnaissance sonore. Tu reconnais le nom ? Non. Bon. Il faudra cliquer sur le lien, ça doit être un truc genre rouge-gorge commun. Hein, voilà. Bon, si vous êtes mauvais comme moi, vous utilisez Merlin. En fait, moi, je n'ai pas besoin de Merlin, j'ai ma mère, donc voilà, qui est très bonne dans tout ce qui est arbres, et puis plantes, et puis oiseaux. Voilà. Et puis, si vous êtes moins bon, vous utilisez d'iPhone et puis Merlin. Voilà. Alors, donc ça c'est l'aide qui peut être utilisée aussi, ne serait-ce que pour pré-indexer et puis finalement analyser ça. Alors, il y a un petit danger dans ce genre de choses, c'est qu'une campagne de collecte de données, elle peut être perdue parce que le piège, comme il est mis dans la nature, il peut être détruit, vandalisé, volé, et puis votre campagne de données, de photos, là, dans le cas d'un piège photo, il va être perdu. Okay. Alors bon, vous allez me dire, il y a une solution, il suffit de... Alors, et puis il y a d'autres cas aussi, c'est que vous pouvez, votre système, il est installé dans un endroit qui n'est pas vraiment facilement accessible, sur lequel, ça c'est en fait au Svalbard, je ne sais pas si vous voyez où c'est, non, c'est au-delà du cercle polaire, dans une île où en fait, ici, tout autour, vous avez des ours polaires qui vous considèrent comme votre casse-croûte, leur casse-croûte. Donc, voilà, c'est un peu compliqué d'aller chercher les capteurs ou les données qui peuvent être mis dans des data loggers. Bon, là, ça, c'est des capteurs environnementaux dans ces endroits-là. Donc, une solution, ça va être justement de passer par des systèmes de communication. Donc, dans ces pièges photos, si vous mettez quelques euros de plus et une carte SIM qui va bien, vous allez pouvoir faire de la 3G, 4G, 5G, voire 6G. 6G, c'est quand on commence à rajouter le satellite, les apps. Donc, en gros, les drones stratosphériques qui permettent de couvrir des services. Bon, pour l'instant, c'est encore en développement. Mais voilà. Et puis, ça va vous remonter vos données brutes. OK. Et puis, c'est là, vous allez pouvoir traiter ça, soit à la mano, soit à la mano, avec vos yeux ou vos oreilles, soit avec d'iPhone, Merlin, et ainsi de suite. Donc là, la latence est un peu plus et de cet ordre-là. Inconvénient, c'est que déjà, il faut avoir ce type de réseau présent sur place. Okay. Et en général, les opérateurs, ils n'aiment pas couvrir les endroits pour lesquels ils n'ont pas de business, ça leur coûte trop cher, sauf si vous passez par du satellitaire, ça c'est une solution. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces réseaux-là, ce sont des réseaux qui sont très consommateurs, très gourmands en énergie, surtout quand on commence à faire passer des données haute résolution. Les images qui sont prises par ces pièges photos, c'est de l'ordre de 3 mégas, compressés en JPEG. Alors, la solution, ça va être, c'est ce que nous, on avait préconisé dans le cadre d'un projet appelé Wycool, j'en parlerai rapidement derrière, ça va être d'embarquer à l'intérieur de ce piège photo un compresseur puissant qui va être justement un réseau de neurones, par exemple, dans ce cas-là, qui va chercher à reconnaître sur site, sur capteur, les informations qui sont prises, qui sont reconnues, et puis accumuler l'information qui est prise, et puis envoyer ces événements régulièrement au travers le réseau pour que la personne qui est là va recevoir essentiellement ce qu'on disait, c'était d'avoir des données. La photo, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir interpréter ça dans un tableur des données écologiques. Sauf que parfois, le réseau il se trompe, et donc il faut quand même parfois essayer de consolider, revenir quand même sur le terrain, ne serait-ce qu'histoire de changer les piles de temps en temps, et puis consolider ces informations. 3 minutes, oh là là, je suis bavard. Bon, bref. Alors, on en a déjà parlé, donc je peux passer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va retrouver justement l'usage de l'IA un peu partout dans les champs disciplinaires pour de l'écologie. Alors, je passe vite fait. Donc ça, c'est un projet qui a été développé. Alors, c'est un peu marrant quand même, parce que c'est un piège photo
mais qui embarque pas de l'IA pour l'instant. Enfin, quoi qu'il peut, parce qu'en fait, il a une petite caméra, là, enfin, il a une petite caméra, un petit processeur dans lequel on peut mettre un réseau de neurones. Sauf que là, il consomme assez vite ses batteries. Donc, ça reste limité dans le temps. C'est fait pour vraiment faire une campagne très, très courte et pas de longue haleine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est actuellement, Kevin Darras, là, qui se trouve en poste CR à INRAE, et qui avait fait son postdoc en Chine dans un laboratoire. Et dans le laboratoire, en fait, le prof a dit on va rentabiliser l'affaire. Et ils ont mis en vente ce truc-là sur Site Studio, qui est en fait un fabricant de dispositifs électroniques. Moi, je suis un grand fan, un grand super. J'ai acheté pas mal de matos chez eux quand même. Et puis, donc, ils ont décidé de faire ça. Alors ça, c'était la petite anecdote rigolote que je voulais vous montrer. Nous, on a fait, il y a à peu près 5 ans, c'était avec Georges Queneau, on avait demandé à MIAI un peu une poignée de dollars pour fabriquer ce piège photo à partir d'un prototype et avec des stagiaires, et puis avec une collaboration au Parc national des écrins qui avait justement besoin de ce type de capteur. Et puis là, ce que vous voyez, c'est justement la partie qui permet de communiquer à longue distance les compteurs. On remonte que des compteurs, et puis on embarque l'intelligence artificielle dans le microcontrôleur qui est là. Donc ça, c'est ce que vous avez dans la main. Alors, si vous regardez, ça a évolué. Là, il y a des trous de partout. Si vous regardez sur le truc, c'est essentiellement qu'on a fini par remplacer les cartes une à une. On a testé, ainsi de suite. On a vérifié, ça ne marchait pas, c'était difficile à l'utiliser. Et puis, on a fini par prendre celle-là. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on voulait prendre celle-là, mais sauf qu'elle était complètement en rupture de stock. Donc, quand le stage, ça dure que 3 mois, vous trouvez une solution en backup. Voilà. Alors, des bloqueurs, vous pouvez avoir des biologueurs qui peuvent être aménagés. Donc là, on a vu le piège photo, on le met à un endroit, en général, à un endroit de passage des animaux, mais vous pouvez avoir des choses qui sont aménagées, dans lequel on a une espèce de couloir dans lequel les oiseaux, les écureuils peuvent être stationnaires, on peut les prendre en photo, donc soit des nichoirs, des feeders, et ainsi de suite, des mangeoires, ou des systèmes. Et puis, vous avez aussi ensuite tout ce qui est l'utilisation de biologueurs, mais qui vont être portés par les animaux. Alors, en général, c'est des grands animaux, mais on connaît aussi les histoires avec les tortues, le GPS, ainsi de suite, où on colle dessus. Et ça, c'est un projet qui est développé par Simon, cité tout à l'heure, et Jonathan, qui a fait sa thèse dessus, et il se trouve qu'il est maître de conférence à Felma. J'ai découvert ça très récemment. J'étais son rapporteur, un de ses rapporteurs. Voilà. Et donc, en fait, là, qu'est-ce que cherche à faire Qu'est-ce qu'il cherche à faire là ? C'est vraiment étudier les interactions sonores qu'il y a entre l'animal qui porte ce collier et les autres animaux, proies ou prédateurs, qui sont dans l'environnement de ces animaux. Et en même temps, d'avoir, en utilisant des capteurs de type accéléromètre et magnétomètre, d'avoir aussi le comportement de l'animal associé au son. Je finis bientôt. Alors, juste pour vous dire, ils ne mettaient pas d'IA dedans, mais ils ont quand même testé pendant la thèse le fait d'utiliser l'IA, et toujours avec cette histoire d'énergie. Donc ça, il se trouve qu'à l'époque, les processeurs spécialisés commençaient à émerger, mais ils n'en avaient pas sous la main quand ils ont fait les choses. Ces données-là, elles seraient à reprendre avec des processeurs adaptés, comme par exemple le N6DST ou des choses comme ça, ou d'autres processeurs d'ailleurs. Bon, j'ai encore une seconde là. Une seconde. Une seconde. Bon, en une seconde. OK, donc juste pour dire que moi, je m'intéresse aussi à tout ce qui est time series. On en a vu tout à l'heure, les phénomènes de température, humidité, pression, light. Notamment, ça, c'est des choses qu'on a mis en place en Afrique avec des collègues pour voir plutôt l'environnement et comment se développe, par exemple, le vecteur de la malaria, qui est le moustique Anophèle. Motion en a parlé avant. Tout ça, c'est des choses qui sont faites typiquement par nos collègues dans Terraforma pour mesurer la qualité de l'eau. Et puis, il y a un truc qui est marrant, c'est ça, là, que j'ai découvert lors des dernières rencontres. C'est le moulomètre. Alors, le moulomètre, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va mesurer les mouvements de valvulaires de moules. Et les moules sont utilisés comme biocapteurs.
dans le sens où en fait on observe le stress, on peut observer le stress de la moule quand elle est en présence de polluants. Donc c'est un système de détection de polluants, sachant qu'une moule ça vit pas mal, donc c'est pas du jetable. Et donc là on voit les 6 moules là qui sont en ordre de bataille là, et puis sur lequel on mesure justement et sur lequel ensuite on fait des modèles de prédiction, enfin des modèles de détection d'anomalies, typiquement pour voir des événements polluants. Voilà. Juste pour terminer et conclure, parce qu'il faut conclure quand même. Donc là, je cherche des contributeurs et des sous pour monter une plateforme destinée justement à tester toutes ces technologies, Edge ou Extreme Edge, et notamment plutôt dans le domaine de l'Internet des objets et des sons, et avec des cas d'usage qui potentiellement, évidemment, sont sur l'environnement. Donc ça, je pense que le league me donnera des sous. Voilà. Et puis enfin, bonus track, c'est est-ce que toutes ces choses-là sont sustainable? Bon, voilà, je vous laisse lire les liens et ainsi de suite, quoi. Je vous rappelle que c'était ça au bac hier. Ouais. Voilà. Merci Didier. C'est bon. Merci beaucoup. Des questions? Peut-être une question sur le TinyML là, que tu mets dans le capteur. On a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas des bonnes performances quand même pour le moment et que l'utilisateur, il a des fois envie quand même de revenir à l'image. Alors je comprends bien l'histoire. Quand au lieu de faire circuler l'image et quand tu arrives vers l'utilisateur, tu veux envoyer que la classification. Ouais. Mais comment tu vois le fait que le classifieur va se tromper? Alors, en fait, tu le sais a posteriori. Tu le sais une fois que tu as croisé éventuellement avec cette image-là en appliquant des modèles aussi qui sont plus performants. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que la technique dans TinyML pour obtenir une contraction en mémoire, ça va être de réduire les flottants 32 bits en flottants 4 bits, par exemple. C'est ce que font des processeurs qui sont spécialisés, ou des int 8 bits. Et ce qui fait que on va quand même perdre, on va dire, en précision dans ces systèmes-là. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme propriété? Et puis c'est en général, on fait de l'arithmétique entière plutôt que de l'arithmétique flottante. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Mais ce qui va permettre de gagner en termes de silicium, parce que implémenter une ALU arithmétique sur 8 bits, c'est quand même N fois moins coûteux qu'une arithmétique flottante, puis ça nécessite beaucoup moins de cycles d'exécution, et donc on va gagner en temps, donc en consommation énergétique, donc en complexité du processeur, et tout le silicium qu'on garde, on va pouvoir l'ajouter en mettant plus d'unités pour la même surface de silicium, donc pour le même coût. Donc c'est en gros comme ça que les accélérateurs dans les systèmes embarqués fonctionnent. Très bien. Voilà. Et une question, une remarque? Non? Voici. Merci. Je m'ai posé justement la question de et si vous comprimez les signaux pour l'envoyer après, en essence, par exemple, une PCA, est-ce qu'il va permettre de réduire suffisamment l'information pour qu'elle soit transmissible à un bas coût, on va dire, ou je sais pas, un autoencodeur. Bon, l'autocodeur, il va ensuite, manger de l'énergie dans les capteurs, mais une PCA toute bête, en principe, ça devrait aller, quoi. Peut-être. Ça dépend des images, j'imagine. Alors, juste pour répondre, le message là qui circule, le message qui circule, pour 20 octets, c'est-à-dire que transmis, il faut compter 1 seconde 5. Donc, si ta PCOA, elle tient dans tes 20 octets, c'est bon. Voilà. Et on est tellement radin là-dedans que, par exemple, si c'est un renard, qu'on voit le renard, on ne va pas envoyer un message tout de suite. On va attendre d'avoir une dizaine de renards et dire « Oh, j'ai vu 10 renards ». D'accord ? Bon, par contre, quand c'est un loup qui circule, on dit « Ah, là, il y a un loup, il faudrait peut-être que je prévienne tout de suite ». Vous voyez, on peut adapter aussi ça. Mais frugal, c'est vraiment être radin, quoi. Radin en énergie. C'est donc c'est pour ça que je mets ma petite pile et puis que je vous la laisse circuler. Je vous rappelle, j'en ai à donner. Voilà. Mais voilà, en gros, c'est ça. Merci beaucoup.
Et du coup, c'est l'heure de la pause avant d'avoir les présentations des chairs. Merci à tous.